Bonsoir à tous et bienvenue. Les agents de la banque Ecobank Côte d'Ivoire ont entamé un arrêt de travail ce lundi. Ils dénoncent des mesures d'austérité décidées par leur direction générale. Tous les détails à suivre dans ce journal. À 34 jours de l'élection présidentielle ivoirienne, le climat politique est tendu. Dans quel état d'esprit sont les populations des Ivoiriens à l'approche de cette échéance cruciale se prononcent. Leur réaction à suivre. Et puis à l'étranger, le Mali qui a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères Mokhtar Ouane. Le tout nouveau chef du gouvernement a été délégué à la paix et à la sécurité à la commission de l'UEMOA à Ouagadougou. Les agents de la banque panafricaine Ecobank Côte d'Ivoire ont entamé un arrêt de travail ce lundi. Il devrait durer 72 heures. Ils dénoncent des mesures d'austérité décidées par leur direction générale. La direction générale de la banque a réagi à travers un communiqué de presse. Tous les détails dans ce reportage de Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedou. Des travailleurs de la banque panafricaine Ecobank ont entamé lundi une grève pour, disent-ils, protester contre les mesures d'austérité engagées par la direction de leur entreprise. Devant les différentes agences de l'institution bancaire, comme ici au plateau, à la place de la République, ils ont tenu à se faire entendre. Arborant des bandeaux rouges et brandissant des pancartes qui résument leurs revendications. Nous avons décidé de manifester pacifiquement. Alors depuis juin, il nous a été annoncé des mesures d'austérité pour faire face à l'incertitude de l'avenir. Et depuis lors, le personnel a indiqué son refus par rapport à la mise en œuvre de ces mesures. Ce qui nous outrage, c'est la méthode utilisée, les moyens de pression, le harcèlement, au mépris de toute règle établie. L'une des mesures, c'est la suppression de notre 14e mois de salaire. Il s'agit également de la réduction à 50% de nos dotations téléphoniques, de nos dotations en carburant et de notre prime de responsabilité. La direction du groupe bancaire, à travers un communiqué, indique que ces décisions résultent de la nécessité d'accélérer le réajustement de son modèle opérationnel et sa structure organisationnelle pour faire face aux défis actuels. Après plusieurs consultations internes avec les employés, les échanges soutenus avec le comité des délégués et l'ensemble des employés, les consultations externes avec les parties prenantes, la banque a décidé de continuer à conserver les avantages du personnel directement liés aux charges familiales, eau, électricité, lait, scolarité, etc., tout en proposant de restructurer d'autres avantages, téléphone, carburant. La direction de Ecobank Côte d'Ivoire continuera de privilégier le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Les travailleurs, quant à eux, entendent maintenir cet arrêt de travail, initialement prévu pour 3 jours. Un tour à l'intérieur du pays et on s'intéresse à ces 700 femmes actrices du secteur vivrier qui viennent d'être formées dans le cadre du projet d'amélioration de l'accessibilité alimentaire et de l'état nutritionnel. Les auditrices sont issues des départements de Saint-Fra, Zienoula et Boisflé, comme nous le montrent Thiemé Dandje et Eric Imo. Le gouvernement aux côtés de 700 femmes de la Maraoué exerçant dans le vivrier. Elles étaient réunies au complexe du chef-lieu de région, Boisflé, pour une session de formation dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accessibilité alimentaire et de l'état nutritionnel. À l'ouverture des travaux, la ministre de tutelle situe le contexte de cette rencontre. Cet atelier de formation s'inscrit dans la vision du président de la République, c'est-à-dire le développement de l'agriculture durable. Il tient à ce que les femmes soient au cœur de la promotion de cette agriculture durable, parce que les femmes sont à 90% dans le vivrier. C'est-à-dire c'est elles qui occupent le vivrier à 90%. Mais le problème, elles sont dans le secteur informel beaucoup plus. Et nous allons justement les organiser à travers cette plateforme, les organiser pour mieux écouler leurs produits, pour mieux commercialiser leurs produits, pour mieux transformer leurs produits. Elle indique que ce programme gouvernemental, mis en œuvre par son département, vise à donner un nouvel élan au commerce intérieur des produits locaux
agricoles et alimentaires. Ce, à travers l'installation de plateformes et de circuits d'approvisionnement et de distribution. In fine, les femmes productrices des zones rurales et périurbaines verront leur accès aux ressources de production et au marché d'écoulement facilité avec des produits compétitifs. De quoi réjouir les auditrices. C'est une grâce pour nous de nous former pour que nous soyons entreprenantes. Je lance un appel à toutes nos femmes de la Marawe de vraiment suivre la formation pour qu'on puisse mettre en pratique, pour qu'on soit leader dans la Côte d'Ivoire. Notons que la formation se décline en différents modules. L'on relève, entre autres, l'entrepreneuriat, les outils et services du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et les droits de la femme. Toujours dans le monde agricole, samedi s'est tenue à Yamoussoukro la 2e édition du Forum économique des sociétés et coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. En présence du chef du gouvernement, les agriculteurs ont salué les efforts consentis par le gouvernement en vue d'améliorer leurs activités. Thiemé Danger, Eric Kimo. Les actions et efforts du gouvernement pour le rayonnement de l'agriculture ivoirienne ne laissent pas indifférents les acteurs du milieu. La 2e édition du Forum économique des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, qui se tient à Yamoussoukro depuis samedi dernier, s'est transformée en une tribune pour les membres de 500 organisations agricoles du pays pour traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Se réjouissant de voir les paysans en ordre de bataille pour la poursuite de la politique de paix et de développement portée par le président Alassane Ouattara, le Premier ministre Ahmed Bakayoko dira ne pas être surpris de la reconnaissance des planteurs. Le président est particulièrement sensible à tout ce qui vient du monde agricole, parce qu'il sait que ça, c'est la Côte d'Ivoire au travail. Chers parents du monde agricole, vous avez raison de soutenir le président Alassane Ouattara. Parce que celui qui travaille, il reconnaît l'autre qui travaille. Comme on dit en Côte d'Ivoire, travailleur connaît travailleur. Ahmed Bakayoko a par ailleurs rassuré que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour construire et reprofiler les routes, ce pour faciliter l'évacuation et la commercialisation des fruits de leur labeur. Artisan de cette forte mobilisation des paysans aux côtés du président de la République, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a salué l'engagement des agriculteurs et productrices qui ont tout mis en œuvre pour ravitailler les marchés en dépit de la maladie à coronavirus, mais aussi et surtout leur mobilisation pour le maintien de la marche du pays dans la paix. Ils ont pris l'engagement de peser lourdement dans la balance de la victoire du président Alassane Ouattara. Tour à tour, on a vu des femmes, des hommes engagés pour aller dans ce sens. Et je crois que bientôt, nous serons à Yamoussoukro ici pour rendre hommage au président de la République. Notons que sur les 100 coopératives en lice, les lauréats des 2 premiers prix de cette édition du Forum ont reçu leur récompense des mains du Premier ministre. Il s'agit de la coopérative de Napier dans le Poro et celle d'Aboisseau dans le sud Comoé, qui ont empoché respectivement 5 millions et 3 millions de francs CFA. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, dit le dicton. Ivan Adepo n'a que 13 ans et déjà, il est l'auteur d'un livre intitulé « Rose Miller à l'école royale », un fantastique inspiré du célèbre Harry Potter de la Britannique J.K. Rowling. Le jeune écrivain est aujourd'hui en classe de 3e. Il a en sa possession un script qui pourrait être édité très bientôt. Pierre Dipomelin, Aruna Zeba. Tout commence par un cadeau banal que Ivan, en classe de 5e, reçoit d'un oncle alors qu'il n'avait que 11 ans. Harry Potter, tome 1, à l'école des sorciers. Emporté par cette fiction, l'adolescent est impatient de lire le tome 2 du livre. En attendant, il décide lui-même d'écrire l'histoire. Bon, d'abord, il faut qu'on dise merci à son oncle Pierre Albert, qui lui a offert le livre d'Harry Potter. Et chaque fois, je le voyais en train de lire, et puis à un moment, je le vois assis sur l'ordinateur.
Je lui ai demandé, mais tu fous quoi sur l'ordinateur? Tu passes tout ton temps sur l'ordinateur au lieu d'étudier tes leçons. Il dit, non, je suis en train d'écrire. Et je ne l'ai pas pris au sérieux. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit, papa, tu peux lire mon livre? J'ai dit, oh, faut pas m'emmerder. J'ai lu le premier tome d'Harry Potter, mais je n'avais pas encore lu le deuxième. Et je voulais lire, j'étais impatient, donc j'ai décidé d'essayer de créer ma propre suite et de voir si ça allait être cohérent avec la vraie suite. Donc je me suis mis sur mon ordinateur, j'ai commencé à écrire. Le jeune écrivain raconte l'histoire qu'il a imaginée. Rose, elle habitait avec celui qu'elle croyait que c'était son père. Mais le jour de ses 11 ans, elle a reçu une lettre d'une femme qui lui disant que c'est la fille de la reine et du roi qui sont morts il y a de cela quelques années. Et qu'ils ont appris que c'est le frère du roi qui a tué son frère parce qu'il était jaloux de lui. Et donc ils ont mené une révolte pour chasser le roi. Et le roi, il a sauté de son balcon. Tout le monde croyait qu'il était mort et elle s'est installée sur le trône. Les personnages de son livre, Ivan les prend dans son environnement immédiat. Ethan et Imran, ses amis, mais aussi des personnages du livre, lui rendent visite. Je suis en quelque sorte le jumeau de mon frère. Je ne suis pas son jumeau dans la vraie vie, mais j'ai bien apprécié le rôle qu'il m'a attribué. Il est au quotidien avec sa maman, ses frères, ses sœurs. Il a sa grande sœur qui est dans le roman. Il y a sa maman même qui est dans le roman, qu'il a choisi comme l'un des personnages du roman. Il y a ses amis du quartier. Il n'a pas cherché loin. Je suis vraiment fier. Je suis fier d'être son père. Et puis, je suis fier aussi de l'acte qu'il a posé. Il faut dire que tout le bénéfice revient à sa mère qui l'a très bien encadré, qui l'a très bien suivi, et puis aussi à sa grande sœur et à ses amis, avec qui il est au quotidien. Ivan a dû passer outre ses parents qui ne croyaient pas à son projet d'écriture et prend contact sur Internet avec une maison d'édition. Tombé sous le charme de l'histoire, l'éditeur lui propose un contrat d'édition. C'est la naissance de Rose Miller à l'École royale. Et à ma grande surprise, j'arrive un soir du travail. Sa mère me dit qu'elle a reçu un message d'une maison d'édition, Jet d'encre, qui a décidé de publier le livre d'Ivan. J'ai dit, mais vous me racontez quoi? Elle me dit non, que le livre qu'Ivan écrivait, il a envoyé à la maison d'édition en Europe. La maison d'édition a répondu favorablement. Ivan a 13 ans aujourd'hui. Il est en classe de 3e. Son rêve, devenir un architecte. Mais en attendant, il poursuit sa passion, l'écriture de son prochain livre, est l'histoire d'un fils de policier qui aide son père à mener une enquête. La présidentielle ivoirienne approche à grands pas. À 34 jours de l'échéance, le climat politique est tendu. Dans quel état d'esprit sont les populations des Ivoiriens se prononcent? Leur réaction au micro de Pierre Dipomelin et Harouna Zeba. Dans juste 2 semaines, c'est l'ouverture officielle de la campagne présidentielle 2020 selon le calendrier électoral. Sur les 4 candidats déclarés par le Conseil constitutionnel, 2 candidats, Henri Konan Bédié du PDCI et Afine Guessant du FPI, se sont rétractés et appellent à une désobéissance civile. Ils annoncent même, avec une plateforme de l'opposition, que les élections n'auront pas lieu si la CEI et le Conseil constitutionnel ne sont pas réformés. Le RHDP, parti au pouvoir, lui, tient au strict respect du calendrier tel que prévu par le Code électoral. Face à ces positions tranchées, des Ivoiriens expriment leurs craintes. Il y a la psychose généralisée dans le pays. Les gens ont peur. Nous, on n'a plus envie de revivre les événements de 2010, sincèrement. En toute sincérité, on a un peu de la crainte, mais on met dans la main de Dieu. J'espère que ça va aller. Aucun Ivoirien ne veut revivre les troubles de 2010 et 2011. Tous gardent l'espoir d'une élection apaisée. Ils appellent pouvoir et opposition à calmer le jeu. Que nos acteurs politiques mettent beaucoup d'eau dans les vins, qui regardent l'intérêt de la Côte d'Ivoire par rapport à leur intérêt égoïste. Nous entendons dans la bouche des Ivoiriens, il y aura la guerre, il y aura la guerre. Il n'y aura rien. Si nous cultivons dans notre esprit que nous ne voulons pas que notre pays se détruise, il ne sera pas détruit. Parce que c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. J'aimerais que
il y ait les élections pour qu'on puisse voir qui est le président actuel. Parce que sans les élections, c'est que c'est pas... Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça devient maintenant. Tout le monde est sur le qui-vive, tu vois, non? Donc rien de mal. Donc ce que je peux dire aux politiciens et puis ceux qui les suivent aussi, ils n'ont qu'à apaiser quoi, la situation pour que tout rentre dans l'ordre, quoi. Parce que ça ne nous arrange pas. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire fait l'objet de toutes les attentions ces dernières semaines. Le secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a récemment séjourné en Côte d'Ivoire. Objectif, rencontrer toutes les parties prenantes pour ramener le calme. À Yopougon, quartier Azito, la voirie est fortement dégradée. Les usagers, opérateurs économiques souffrent le martyre. Difficile de circuler sur cette voie très fréquentée qui mène à l'une des plus grandes centrales thermiques de la sous-région sans endommager son engin. À Azito, on appelle à la rescousse. Un sujet de Salifiel Ekwe et Fulgence Kissiedo. Abidjan-Yopougon-Niangon, terminus 27. Ses habitants luttent pour obtenir une place dans les taxis communaux, communément appelés Wara-Wara. Après cette épreuve, ils doivent affronter un autre calvaire, la voie menant à Azito qui abrite une centrale thermique. Voie cahoteuse, eau usée, une traversée bien pénible. Quand les véhicules vont en une fraction de seconde, ça rentre au garage. Donc ça nous pénalise. Les clients sont débordés, bon, on ne sait pas comment on va faire. Nous, souvent, à 30 voitures, aujourd'hui, on est à l'effectif de 20. Ça nous pose problème, l'état de la route. Les propriétaires des véhicules même sont découragés. En saison des pluies même, là, tout le monde arrête. C'est les bacas qui circulent ici. Les gens ils viennent faire la route, c'est les retouches qu'ils font. Les gros camions aussi gâtent. Il n'y a pas de bonnes... Ils ne font pas de bons travaux. Quand ils viennent, c'est les retouches seulement 2 semaines, 1 semaine après, la voie est gâtée. Bon, il y a plein de clients qui viennent, mais on n'arrive pas à rentrer dans le quartier. Donc nous, on vous demande pardon d'essayer de voir un peu la route. Il y a l'eau de caca partout. Bon, la voie est dégradée même. On ne peut plus. Ce résident qui éprouve régulièrement des difficultés plaide également pour qu'une solution définitive soit trouvée. J'ai fait une réparation de presque 400 000 francs à cause de la route. Toutes les rotules, les amortisseurs, tout était... C'est un calvaire. Bon, nous avons essayé d'interroger un peu les gros camions pour nous aider. Ils disent qu'ils payent le village. Mais l'argent que vous donnez au village, ça ne peut pas faire une route. Tout est gâté. Bon, maintenant, les caniveaux et les égouts aussi sont sur la route. Donc, l'eau de caca qui sort gâte les goudrons. On n'a plus de goudrons. Donc, c'est un calvaire pour nous. D'après notre président Alassane Ouattara, la route précède le développement. Et si la route est bien faite, mais mon temps est rapide. Yopougon-Azito est connu pour ses espaces célèbres de restauration et de détente situés en bordure de l'eau. Pour ces opérateurs des 10 espaces, la voie dégradée a un réel impact sur leurs activités économiques. La voie dégradée agit sur le processus de la restauration parce que les clients doivent cheminer vers Azito Palace. Mais si la voie n'est pas en bon état, ils ne peuvent pas venir. Ici, on rêve d'une voie normale, d'un voyage sans obstacle, le regard tourné vers les autorités compétentes. Ce soir, on s'intéresse aussi à ces commerçants qui promettent d'avoir des produits capables de renforcer les pouvoirs de séduction ou les performances au niveau de la libido. De nombreux produits et boissons ont ainsi acquis une certaine réputation de produits miraculeux et beaucoup se vendent comme de petits pains. Le constat de Yeli Traoré et Tanguy Conan dans le dossier de la rédaction. Moossou est un petit village situé à Grand Bassam, en bordure de lagune et habité par les Abouris. À l'entrée du village, de part et d'autre de la voie principale, de curieux étals sont disposés. Sur ces étals, conditionnés dans des bouteilles usagées de liqueurs, des racines de plantes, des décoctions de feuilles d'arbres. Ce sont parfois des médicaments traditionnels détournés de leur usage initial pour en faire des produits aphrodisiaques qu'on appelle souvent soupapes de sécurité. Ça, c'est pendant le rapport.
Parce que ça, on appelle ça le 4 h du matin, le siagué. Maintenant, ça, c'est un mélange. Quand souvent ton ventre te fait mal, tu as besoin de coco plein de ventre. Si tu n'es pas parti forcément à la selle, tu peux prendre. C'est comme les appétits aussi. Si ta femme vient d'accoucher, elle doit récupérer de la forme. Elle doit boire ce produit aussi pour pouvoir bien manger, pour pouvoir bien laver aussi dans son ventre. Les bouteilles de 1 litre sont à 1000 francs. Maintenant, celle-ci, elle est à 6 000. Tu vois, dans chaque bouteille de qualité a son prix, quoi. Ces clients, rencontrés sur place, expliquent leur attrait pour ces produits qu'ils n'hésitent pas à présenter comme une panacée, leur accoutumance à ces décoctions qui leur donnent une seconde jeunesse. Tous les jours, ils dépensent 500 dans tous les pots. Dans mon coup, je n'en mets 4 heures. Il faut reconnaître les bienfaits quand même de nos médicaments africains, voilà, qui sont bons. Mais souvent, peut-être que c'est la mauvaise prise ou bien le mauvais conseil. Quand ce n'est pas bien fait, voilà, les effets secondaires peuvent survenir par la suite. Le succès de ces produits se confirme aussi dans certaines communes d'Abidjan. Outre les femmes qui vendent ces produits aux multiples et ô combien évocateurs noms, il y a des bars traditionnels où la boisson locale coule à flot. Dans ce petit bar situé au plateau d'Okuy, les clients ont l'embarras du choix. Quand tu es malade aussi, tu as pocho, tu as fièvre, tu prends. Quand tu as diarrhée aussi, ça coupe diarrhée. Ça bande aussi sur le lit. C'est ça qui est là. Ça fait bien travail la nuit. Dame, elle ne se fâche pas parce que tu as pris ça le matin, tu t'attends très bien ta femme à la maison, au lit, jusqu'à la maison. Quand tu sors au travail, tu rentres, elle a déjà tout fait pour toi. Elle a déjà préparé, tellement qu'elle est heureuse. Si tu as insulté madame, que tu as bu ça pour arriver là-bas, elle rit seulement toute la journée. Elle chante, elle fait tout. Là, c'est pour le 4 heures. Je viens, je vois que bon, aujourd'hui je suis parti, ça n'a pas bien fonctionné. Je viens et dis non que bon, comme je dois retourner aujourd'hui, je prends du 4 heures et arriver là-bas, ça marche. Mais il ne faut pas abuser. Voilà. La prolifération de ces produits aphrodisiaques et leur posologie à géométrie variable posent souvent problème, notamment des effets secondaires à long terme, d'où la nécessité de davantage de pédagogie et de sensibilisation. Aujourd'hui, avec, disons, la prolifération des vendeurs de ces produits-là, qui n'ont pas toujours le souci du bien-être forcément, mais qui ont quand même un souci pécunier, c'est-à-dire gagner de l'argent, on n'est pas très sûr que les associations qui sont faites sont toujours bien faites. Et c'est pour ça, qu'on consomme en petite quantité ou en grande quantité, il faut faire très attention parce que ce ne sont pas tous les organismes qui peuvent supporter, en tout cas, l'association de plusieurs plantes, mais qui ont des interactions biodynamiques, en tout cas biochimiques, qui ne vont pas aider l'organisme à se rétablir, bien au contraire, l'aider à se désagréger. Si les gens qui utilisent ces produits aphrodisiaques sont quasi unanimes sur leurs bienfaits, d'où leur popularité, il convient d'être prudent sur leur usage, en raison jusque-là de l'absence de données médicales ou scientifiques sur leur degré de nocivité potentielle. À l'étranger, le Mali a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères Mokhtar Ouane. Le tout nouveau chef du gouvernement a été délégué à la paix et à la sécurité à la commission de l'UEMOA à Ouagadougou. Nadia Eidja. Mokhtar Ouane, ex-ministre des Affaires étrangères et depuis dimanche 27 septembre, le nouveau Premier ministre du Mali et dispose de 48 heures pour former son gouvernement. Il a été préféré à plusieurs autres candidats, dont les 14 proposés par le M5, le mouvement populaire de protestation contre le régime de l'ex-président déchu. Un homme de consensus, loin des implications politiques et qui devra aider à l'organisation d'élections transparentes dans les 18 mois prochains. Né à Bidi dans le centre du pays, Mokhtar Ouane est marié et père de 3 enfants. Son parcours scolaire l'emmène à Dakar, où il obtient une licence de droit public, puis une maîtrise en relations internationales et administration publique avant de faire son entrée en 1982 dans la fonction publique malienne. Après plusieurs postes occupés au sein du gouvernement, il devient au début des années 1990 conseiller diplomatique du chef de l'État. Puis, de 1995 à 2002, il part à New York en tant que représentant du Mali auprès des Nations Unies. C'est en 2004 qu'il entre à nouveau dans le gouvernement en qualité de ministre des Affaires étrangères, un poste qu'il occupe
jusqu'en 2011. Depuis 2016, il était délégué général à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, après avoir rejoint l'organisation régionale en 2014 en tant que conseiller diplomatique. Sa riche carrière de diplomate est sans doute un atout pour sortir le Mali de l'embargo qui lui a imposé depuis le putsch du 18 août. Quant à sa nomination, elle répond à la principale condition posée par les pays voisins du Mali pour lever leurs sanctions, à savoir un Premier ministre issu de la partie civile. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Moussa Doumbia. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur NCI.